Marc-Antoine, je vous propose qu'on commence tout de suite, puisque nous avons un léger retard, ce qui ne nous arrive jamais, chacun le sait bien. Et je vous propose que nous commencions par remettre la pierre d'or du jury. Et pour remettre ces belles pierres d'or, j'appelle Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier. Venez Astrid avec nous. Mais oui, absolument. Vous pouvez l'applaudir. Alors, Astrid, 2 mots avant que vous... on va regarder d'abord le film de Groupama Immobilier, puis ensuite on dira 2 mots. Allez, on regarde. Alors, oui, c'est un très beau film. Alors, Astrid, Groupama 2025, qu'est-ce qu'on peut dire ? Groupama 2025, c'est avant tout un nouveau projet d'entreprise pour les hommes et les femmes de Groupama Immobilier. 115 personnes qui sont des personnes engagées, que nous animons au quotidien selon 4 leviers que je vais vous révéler. L'un des leviers, c'est évidemment réussir l'entrée de Delink dans le patrimoine, puisque c'est un actif qui pèse 1,5 milliard d'euros. Que nous aurons bientôt réceptionné. Donc début d'année prochaine, Total Energy s'y installera en 2026. Et il ne faut pas imaginer qu'on va faire 4 quittances de loyer, que ça va être simple. C'est forcément toujours un petit peu plus compliqué que ça. Quand il y a 130 852 mètres carrés. Oui. C'est aussi être le fer de lance de la décarbonation, parce que nous, on est dans un groupe d'assurance. Quand on parle d'empreinte environnementale dans l'assurance, on parle des locaux qu'on occupe, on peut parler des voitures, des collaborateurs, mais nous, on gère de l'immobilier, et donc le plus de carbone de tout mon groupe, c'est nous qui le gérons, et donc on doit être rôle modèle de la décarbonation pour notre groupe. Et puis nous avons des projets qui sont autour de l'excellence opérationnelle, puisque il faut être irréprochable sur la gestion, même quand on travaille pour son groupe. Et puis, last but not least, nous avons changé notre baseline cette année. C'est désormais assurer la création de valeur durable. Alors, ça veut dire quoi ? Assurer, quand on est assureur, vous savez, c'est un verbe qu'on aime bien. La création de valeur, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours avec nos collaborateurs. Et durable, c'est environnemental et pour 100 ans. Très bien. Alors, cette pierre d'or du jury, nous allons nous tourner assez logiquement vers le président du jury. Astrid, à qui vous allez donner votre micro, ça va vous prêter, je ne sais pas. Je vous le rendrai. Oui, mais j'en suis sûr. Et Marc-Antoine, alors, le jury a décidé. Le jury a décidé, il a pris une bonne décision, une décision qui m'a fait plaisir, pour plusieurs raisons. D'abord parce que celui ou celle que nous allons saluer sait que les problèmes sont parfois difficiles. Transformer les bureaux en logements, c'est pas évident. La loi ZAN, c'est pas tout à fait simple. Manier le PTZ, il faut le faire avec tranquillité, comme si c'était de la TNT. Ma prime rénov', quelques c'est compliqué récemment, et pourtant
vous n'hésitez pas. Les freins fiscaux aux mutations, la capacité quand on est primo-accédant à pouvoir utiliser un certain nombre de dispositifs, la fiscalité de l'héritage quand il est un héritage foncier immobilier. La personne que nous allons nommer a la voix qui ne tremble pas, la main qui ne tremble pas. Et dans un monde qui est fait d'assez nombreux zigzags, ou de retour en arrière, ou de frémissements, elle incarne à la fois le calme, la solidité et la constance. On sait qu'il y a des choses qui sont dangereuses. Le prix au mètre carré, c'est quelque chose qui est explosif, mais elle le manie. Je dirais également que la dernière fois que nous avons nommé une personnalité, elle est devenue ministre peu de temps après. C'est vrai. Je dirais que la personnalité que nous allons nommer a réussi comme un acte de résistance républicaine à être d'abord dans le gouvernement Barnier et à rester dans le gouvernement Bayrou, ce qui est quand même quelque chose qui est quand même assez compliqué. Il y a moins de suspense maintenant, j'ai l'impression. Ça réduit le nombre des gens. C'est vrai. Je dois dire que les sujets dont elle s'occupe sont des sujets qui me plaisent. Et ayant moi-même des loisirs de week-end qui consistent à être maire d'une ville nouvelle, la plus jeune commune de l'Eure, un quartier politique de la ville, quand elle parle de ville, quand elle parle de logement, quand elle parle de renouvellement urbain, on sait qu'elle sait de quoi elle parle. Je dirais que nous allons remettre peut-être cette pierre d'or à un gouvernement tout entier, parce que quand on a quelque part où vivre, on peut réviser ses devoirs. Elle est ministre de l'Éducation. Quand on construit, il faut construire avec des technologies vertes. Elle est ministre de l'Énergie et de l'Environnement. Quand on construit des bureaux ou des logements, on fait vivre le pays. Elle est ministre de l'Économie. Quand on accueille des gens et qu'on leur donne à la fois la condition d'un emploi et la condition d'une vie ensemble, elle est également ministre de la Famille. Donc c'est tout le gouvernement qu'on remercie. Mais en tout cas, c'est surtout pour moi une femme de terrain. Quand on regarde Madame la ministre Valérie Létard, puisque c'est vous et qu'on peut vous applaudir. Oui. On voit cette ligne, on voit Lille, bien sûr, Saint-Amand-les-Eaux, Anzin, Valenciennes. On voit une femme qui a un métier, l'assistante sociale du départ, qui est aujourd'hui quelqu'un qui est capable de voter une loi sur le protoxyde d'azote, autrement dit gaz hilarant. Sur les ânes, c'est plus compliqué, mais aussi sur les violences conjugales. Donc quelqu'un qui a à la fois le cœur, une femme de territoire et une femme de terrain. Et véritablement, c'est un très grand plaisir de faire en sorte que Astrid Veil puisse vous remettre, Madame la Ministre, sur cette scène où nous vous attendons. Cette pierre d'or. Pierre d'or. Bravo, madame. Mesdames et messieurs, chers amis, vous êtes ici très nombreux et c'est une salle impressionnante parce que je sais, cher Marc-Antoine Jammet, Monsieur le Président, cher Astrid Veil, cher Pascal Bonnefille, vous qui êtes le fondateur de ce cercle, eh bien, merci, mesdames et messieurs, de me faire cet honneur, ce grand honneur. Il est pour nous. En tout cas, de rejoindre toutes celles et tous ceux que vous avez eu déjà l'occasion d'honorer. Et je reçois avec d'autant plus d'émotion eh bien vraiment cet honneur qui m'est fait, qu'avant moi, il y a eu de nombreuses grandes personnalités qui l'ont reçu, dont une à laquelle je suis particulièrement attachée, qui s'appelle Jean-Louis Borloo, qui a été mon modèle du jour où je me suis engagée professionnellement à ses côtés, puisqu'en fait, en 91, un jour, un nouveau maire, inconnu jusque-là dans le nord de la France, m'a appelée pour m'embaucher comme directrice de la politique de la ville à Valenciennes, ville qu'il venait de conquérir, et de laquelle il voulait construire et constituer, dans laquelle il voulait constituer, un véritable laboratoire de ce qu'il voulait faire au niveau national, porter en tant que parlementaire qu'il a été très vite, porter juste un avenir pour nos quartiers difficiles et des ambitions pour la transformation de l'habitat de nos territoires. Et il avait déjà en tête à cette époque-là, et c'est pas hier, donc bien avant les autres, la nécessité d'engager cette transition écologique qu'il fallait faire pour nos territoires, pour le patrimoine qu'on y trouve, et évidemment aussi en ne laissant personne sur le bord de la route. Ça a été mon modèle. C'est un homme qui a toujours supporté des ambitions, réinventer des systèmes, repenser les politiques publiques, mais véritablement toujours en le faisant
dans la coproduction, dans la coopération, en s'inspirant de toutes celles et tous ceux qui font, et en n'oubliant personne. C'est un homme qui est un profond humaniste et en même temps qui a toujours montré sa capacité à construire avec tous les grands, avec tous ceux qui comptent dans un pays, de joindre les univers pour réussir de belles choses. Ça a été mon inspiration et vous ne pouvez pas savoir à quel point, le jour où j'ai été nommée ministre du Logement, j'ai pensé à lui, j'ai pensé au parcours fait et au modèle qu'il représentait pour moi. Aujourd'hui, vous l'avez dit, j'ai choisi et j'ai accepté de participer tout d'abord au gouvernement Barnier et ensuite au gouvernement de François Bayrou. J'ai toujours été une centriste indépendante, mais j'ai toujours été une passionnée de l'engagement au service de mon pays, de sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, le logement, la ville, la rénovation urbaine. Pendant 20 ans, je les ai portés au Parlement, puisque j'ai été 20 ans sénatrice et vice-présidente du Sénat, et j'ai toujours porté ces combats, parce que je pense, comme vous l'avez rappelé, que les enjeux du logement, de l'immobilier, de la transformation, évidemment, de nos territoires, est au cœur de notre société. Pas une famille ne peut se construire sans logement. La santé, on ne l'a pas sans logement. Le travail, on ne l'a pas sans logement. Et évidemment, vous toutes et vous tous, vous êtes les acteurs indispensables pour que demain, nous puissions continuer l'aventure. À un moment inédit, on n'a jamais connu, évidemment, une telle crise, une telle conjonction d'étoiles qui fait qu'effectivement, les enjeux sont complexes. Vous parliez évidemment des enjeux fonciers, vous parliez du ZAN, vous parliez de la difficulté aujourd'hui qui est face à nous. Jean-Philippe Dugouin-Clément, que je vois ici au premier rang, nous étions tout à l'heure en fait dans une commission régionale de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France, où on a mesuré à quel point ces enjeux fonciers, cette capacité à aller reconquérir évidemment un foncier et de le transformer est devenu aujourd'hui un enjeu essentiel. Combien aujourd'hui tout ce qu'on a connu ces dernières années, des taux d'intérêt qui ont été élevés pendant quelques années, une augmentation des coûts de la construction, une réalité aussi liée à un conflit russo-ukrainien qui a impacté le coût de l'énergie, beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on a vécu quelques années compliquées et qui aujourd'hui retentissent dans les chiffres que nous connaissons et qui sont aujourd'hui pas les meilleurs. Parce que, vous le savez mieux que moi, il y a toujours un effet retard dans les conséquences, en tout cas, de réalité et de périodes vécues et portées à un moment donné. Alors, je suis arrivée dans un contexte qui n'était pas le plus simple, à un moment où on me demandait d'entrer en responsabilité alors que la lettre plafond donnée par Bercy n'était pas très réjouissante, puisque, les compteurs étaient plutôt à zéro. Et je me suis beaucoup interrogée parce que j'avais décidé plutôt de me retirer de cette scène-là. Et en même temps, quand vous voyez que nous sommes à la croisée des chemins, que le moment va être très difficile, qu'il est difficile depuis longtemps pour tout le secteur, que l'on soit investisseur immobilier, bailleur social, que l'on soit effectivement dans l'accompagnement financier et dans tout le secteur qui doit être au rendez-vous pour accompagner évidemment toute cette ambition monumentale qui est devant nous. Quand on croit véritablement en l'engagement et quand on croit qu'il est indispensable justement de redoubler l'énergie et de ne pas abandonner ce secteur, au contraire, de faire en sorte qu'il soit défendu, porté et qu'il reprenne sa place et ses lettres de noblesse au sein des politiques publiques et des priorités portées au niveau national, je me suis dit, peut-être que c'est maintenant, en tout cas, que mon énergie, ma détermination et 20 ans de pratique des acteurs du logement, si je peux apporter ma petite pierre et ma petite contribution, c'est le moment. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être pas, mais en tout cas, s'il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que je suis profondément déterminée. Je travaille
toujours en m'inspirant de toutes celles et de tous ceux qui m'entourent, je ne propose jamais de priorité ou de stratégie qui n'ait été construite avec toutes celles et tous ceux que vous représentez ou que vous incarnez. Toutes les propositions que je formule, j'essaye d'aller les chercher auprès de vous toutes et tous. Beaucoup ici le savent. J'ai aussi toujours fait en sorte de partager avec les élus, avec le Parlement, les propositions à formuler. Plus aujourd'hui que jamais, on doit coproduire avec le Parlement comme on doit partager avec les acteurs du secteur. Pour une simple et bonne raison, quand vous avez déjà un hémicycle composé de 3 blocs et où rien ne peut passer sans un consensus et sans une adhésion, une majorité de projets qui dépassent ces 3 blocs, rien n'est possible. Et en tout cas, c'est comme cela que je conçois mon engagement. Je le mène de façon déterminée. Vous le savez, il y a beaucoup d'enjeux devant nous sur un champ ministériel qui est énorme, qui va de l'hébergement d'urgence, et vous en connaissez toute la difficulté. 3 milliards de budget, 203 000 places, il en faudrait le double, avec des fragilités derrière cela et des sujets monumentaux à soulever. Et quand on sait ce que cela veut dire en sous-jacent, et quand on sait les fragilités, les misères et les difficultés qu'il y a dans ce domaine, on ne peut pas ne pas redoubler d'énergie pour essayer d'être au rendez-vous. Le logement social, vous le savez mieux que moi, les enjeux, c'est redonner des fonds propres, essayer de mobiliser le taux du livret A, faire en sorte que bailleurs sociaux, mais aussi promoteurs immobiliers unis, puissent sortir des opérations parce qu'on aura fait en sorte, non pas de les opposer, mais de faire en sorte qu'ensemble, ils arrivent à construire des solutions et à arriver effectivement à réaliser et à s'unir pour porter des projets qui soient au rendez-vous. Le monde de l'immobilier, le monde de l'investissement locatif privé, aujourd'hui, il est en grande fragilité. Je le sais plus que personne, j'ai entendu tous les acteurs du secteur à de nombreuses reprises. Marc-Philippe Daubresse, Michaël Cosson sont 2 parlementaires qui me rendront dès lundi un rapport pour essayer en tout cas de partager et de restituer ce qu'ils auront entendu tous les acteurs et qui pourrait être en tout cas un point de convergence sur ce que les acteurs du secteur définissent comme étant la pierre angulaire, en tout cas l'aspect essentiel qui devrait constituer un statut du bailleur privé, en tout cas un dispositif qui durablement pourrait essayer, en tout cas tenter de réintéresser les investisseurs à l'investissement privé locatif. C'est essentiel à un moment où on connaît une attrition monumentale de ce secteur. On ne peut pas résoudre la crise du logement et être au rendez-vous des millions de demandeurs de logement qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits, mais aussi à tous ceux qui voudraient réinvestir dans le locatif, mais qui n'y voient plus l'intérêt, mais plutôt des difficultés, eh bien de redresser un cap, une direction, se remobiliser, comme vous l'avez rappelé, autour d'enjeux essentiels. La transformation des bureaux en logement, mais c'est aussi le logement étudiant, réintéresser les institutionnels à l'investissement dans la pierre et les mobiliser dans les nouvelles opérations que nous allons devoir mener ensemble, travailler sur tous ces enjeux, et ils sont nombreux. En tout cas, sachez-le, de nombreux chantiers, et la rénovation urbaine, Marc-Antoine, qui vous est cher, vous savez très bien que très récemment, j'ai annoncé qu'on allait lancer une mission de préfiguration pour regarder ce que pourrait être l'avenir de la rénovation urbaine et aussi de commencer à travailler un tour de table financier. Cet enjeu, il est majeur, essentiel pour nombre de nos territoires et il impacte une part de la population énorme puisque c'est 5 millions d'habitants au global qui sont impactés par les enjeux de la politique de la ville. En tout cas, vous le voyez, les chantiers sont nombreux, ils sont compliqués. À un moment où on nous demande de faire un effort budgétaire sans précédent, et pour autant, avec vous et pour vous, mais avec vous, il faudra que je porte les priorités que nous aurons partagées. Et croyez-moi, je suis plutôt déterminée, combattante, combative, convaincue que vous devez être défendus au maximum de ce qui est possible. Le travail, je l'ai commencé le premier jour où j'ai été nommée ministre. Il n'y a pas un jour où je ne suis animée d'une détermination pour faire en sorte que vous soyez au cœur des préoccupations de ce gouvernement. Je ne lâcherai pas cela parce que tous ensemble... Voilà Jean-Louis Borloo qu'on peut peut-être demander de se joindre à nous. Venez, monsieur le ministre. Venez, venez.
Jean-Louis, Venez. viens. Voilà, on va faire une photo au moins avec Valérie Létard qui a rendu hommage à votre action. Voilà. Ah. Je viens de dire, Jean-Louis, que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que tu m'as beaucoup inspiré, tu m'as fait confiance et que tu m'as permis un jour d'être à tes côtés pour vivre une belle aventure qui était la transformation de la politique de la ville ou encore du logement, et que vraiment, sachez-le, cet homme, il est venu dans un territoire qui a perdu en 10 ans 40 000 emplois pour 360 000 habitants. On est parti du plein emploi à 0 emploi. Des villes qui avaient 40 000 habitants, en 10 ans, ont perdu 20 000 habitants. Et Jean-Louis, il est arrivé et il a rassemblé tous ceux et toutes celles qui ne se parlaient jamais, de tous horizons, de toute sensibilité, les acteurs de la société civile. Et il a bâti un projet, il a transformé le territoire, il a redonné confiance à tout le monde. Et c'est lui qui a bâti les fondements d'un nouveau projet de territoire. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que si j'ai toujours été passionnée et engagée, c'est parce que ce qu'il a fait m'a inspiré, a inspiré tout un territoire. Et aujourd'hui, il vient à Valenciennes, 30 ans après. Tout le monde l'aime, tout le monde le remercie parce qu'il a redonné confiance et de l'estime à tout le monde. Et Jean-Louis, en me reconnaissant, c'est toi qui reconnaisse. Jean-Louis, moi je voudrais Un dernier mot du président. raconter une toute petite anecdote. On est au moment où on va garder un certain nombre de communes dans la liste des PNRU nationaux. Et quand on est dans les PNRU nationaux, on touche 100 millions. Quand on est les PNRU locaux, on touche 10. Et moi, je crois que je suis le 101e, c'est-à-dire la plus mauvaise place. Et donc, très tard un soir, je me dis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je vais appeler Jean-Louis Borloo. Donc, je fais, Monsieur le ministre, pardon, excusez-moi, etc. Et je dis à Jean-Louis Borloo, je crois qu'on n'est pas dans les 100, je crois qu'on est 101e. Et à ce moment, ma ville s'appelle Val-de-Reuil. Et Jean-Louis Borloo me fait au téléphone, mais ça va barder parce que Val-de-Reuil, c'est un baby Borloo, ça va mal aller. Je leur téléphone. Le lendemain, je ne sais pas comment, mais j'étais dans les 100 premiers. Voilà, merci Jean-Louis. Merci à vous. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur. Un mot. Non. Restez Marc-Antoine. Restez. Bon, je vous... Non, lui, il part pas. Non, je vais pas vous parler de Valérie, parce que ça vous toucherait trop. Et ça va la gêner. Mais alors, lui, c'est quand même un drôle de gars. Parce que, attends. Parce que le mec, il est secrétaire général d'une petite boutique qui fait dans le luxe. Il est quand même un peu débordé. Il est dans des trucs absolument inimaginables. Mais il faut aller à Val-de-Reuil. Oui, il faut visiter. Il faut aller à Val-de-Reuil, qui est un endroit qui n'est pas un endroit. C'est dans la nature et c'est une dalle. Et c'est quand même très très compliqué, une dalle dans la nature. Eh bien, moi, mon admiration, c'est pour tous ces élus de France Absolument. qui ont des parcours invraisemblables et qui se donnent un mal de chien. Eh bien, On va les ce saluer mec, tout à l'heure. c'est un drôle de mec. Il est invraisemblable et en plus, je le jalouse parce qu'il a pris le seul job que j'aurais voulu avoir dans la vie, directeur du jardin d'acclimatation. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup.